Qu'est-ce qui fait d'un uniforme militaire une icône qui transcende la guerre? Pendant l'ascension du nazisme, les Schutzstaffel ont fait plus que construire un appareil de terreur. Leurs membres défilaient vêtus d'habits impeccablement taillés, de capes de laine noire et de brillantes têtes de morts en argent sur leur coiffure. Cette image, à la fois séduisante et inquiétante, a été soigneusement conçue pour impressionner, semer la peur et attirer les jeunes les plus ambitieux. Mais derrière chaque rangée de boutons et chaque rune se cachait une histoire de design, de propagande, de production de masse et d'exploitation humaine. Ce récit explore pourquoi les uniformes des SS semblaient en été sortis d'un défilé de mode tout en dissimulant l'un des projets les plus sinistres du XXe siècle. Bienvenue dans Wartime Archive. Des vigilantes à l'emblème, les premiers pas sans uniforme. Après le chaos de la Première Guerre mondiale, la nouvelle extrême droite allemande rassembla d'anciens soldats, des paramilitaires et des aventuriers en unités désordonnées. La Sturmabteilung, SA, connue comme les chemises brunes en raison de la couleur de leur blouse, faisait office de force de choc du parti nazi et portait des vêtements bon marché, chemises en coton, pantalons d'équitation et brassards, Kratz à la svastika. Leurs uniformes étaient un mélange de surplus militaires, de pièces des Freikorps et de touches improvisées. Lorsque Adolf Hitler créa la Schutzstaffel, SS, en 1925, ce n'était guère plus qu'une garde personnelle. Les membres de cette petite escorte ne se distinguaient des chemises brunes que par un képi noir d'inspiration française et, à l'occasion, par la tête de mort prussienne sur la coiffe. Il n'existait pas de code visuel cohérent, chacun portait ce qu'il pouvait se procurer et cousait lui-même son brassard frappé de la svastika. À mesure que le mouvement se développait, Heinrich Himmler, nommé Reichsführer SS en 1929, comprit que pour imposer l'organisation comme une élite, il fallait lui donner une identité distinctive. Dans un paysage politique saturé de groupes paramilitaires, il fallait un uniforme qui sépare la garde d'Hitler de la foule et transmette discipline et exclusivité. Le défi consistait à transformer une bande de gardes du corps en un ordre chevaleresque moderne. Les batailles de rue de la fin des années 20 révélaient l'improvisation de la tenue nazie. On voyait des bottes militaires héritées de la Grande Guerre à côté de chaussures civiles, des képis rouges à côté de chapeaux à large bord et des vestes de cuir usées combinées à des harnais de couleurs différentes. Beaucoup des jeunes recrues venaient de milieux ruraux et leurs seuls vêtements chauds étaient des vestes de travail et des manteaux paysans. Les dirigeants comprirent vite que cet aspect négligé ne projetait ni force ni cohérence. Les chefs de la SA, tels Ernst Röhm, insistaient sur l'uniformité fonctionnelle. Mais la priorité des chemises brunes était l'action de rue et le nombre, non l'esthétique. La SS, en revanche, voulait se présenter comme une garde prétorienne et avait besoin d'une image reflétant l'ordre et la discipline. À partir de 1927, on expérimenta différents accessoires brassardes plus larges, bretelles blanches et croisées sur la poitrine et casquettes à liseré argenté. On cherchait une image propre, sans parvenir à la cohérence. En 1930, une calotte noire à liseré blanc fut introduite pour la Stabswache, la garde qui protégeait Hitler, mais son usage ne se généralisa pas. La sensation d'improvisation persistait. Le climat violent de la République de Weimar, avec des affrontements entre communistes, nationalistes et police, mit en évidence que l'uniformité était essentielle à l'identité et à la sécurité du groupe. Des critiques au sein du parti soulignaient que la disparité des tenues compliquait la reconnaissance entre camarades et affaiblissait l'autorité des chefs. C'est pourquoi, lorsque Himmler prit la direction de la SS, l'un de ses premiers objectifs fut de créer un uniforme qui inspire le respect et distingue ces hommes de toutes les autres formations. La rivalité entre la SA et la SS naissante influença également la recherche d'une identité visuelle. Alors que la SA grossissait jusqu'à dépasser le million de membres et se dégradait en violence de taverne, Himmler entendait forger une garde d'élite ne répondant qu'à Hitler. L'assemblage d'uniformes hétérogènes reflétait le manque d'indépendance. La SS dépendait de la SA pour l'attribution des vêtements et de l'armement.
Les épisodes de confusion lors des défilés, où la SS était confondue avec des sections de la SA ou avec la police, poussèrent Himmler à exiger une réforme. Lorsque, en 1934, Hitler ordonna la purge de la SA lors de la nuit des longs couteaux, la SS prouva sa loyauté en participant à l'élimination d'Ernst Röhm et d'autres dirigeants. Après cette nuit, la SS fut affranchie de la SA et se trouva libre de définir son propre code visuel. Himmler insistait pour que l'apparence reflète la nouvelle autonomie, un corps qui ne représente pas la cohue des rues, mais la pureté raciale et une discipline mystique. Cette conviction prépara le terrain pour la commande à Diebitsch et Heck. La croissance de la SS exigeait également l'uniformisation de quelques centaines de membres en 1925. Le corps passa à des dizaines de milliers en 1925. 1932. L'existence de groupes régionaux, Nord, Sud, Ost, avec leurs propres variations d'insignes, rendit urgente la standardisation. Sans identité visuelle cohérente, la SS risquait de se fragmenter. Le trait de la terreur conception et artisan du noir. En 1932, Himmler franchit l'étape décisive. Il convoqua Karl Diebitsch, artiste, officier de la SS et vétéran de la Grande Guerre, ainsi que Walter Heck, graphiste expérimenté dans la création d'insignes, afin de concevoir un vêtement qui définirait l'Allgemeine SS. Il ne s'agissait pas de dessiner un uniforme de campagne fonctionnel, mais une pièce parlant de pouvoir, de pureté et d'obéissance. Diebitsch apporta à la vision esthétique une tunique noire ajustée à double boutonnage argenté, des revers anguleux, une large ceinture de cuir, un pantalon assorti et une casquette à visière rigide. Heck travailla sur les symboles. Inspiré par les signaux à haute tension et par la rune Soilo, il imagina les deux Sigrunen comme logo de la SS. Les lettres gothiques furent abandonnées des runes en forme d'éclair, donnant l'impression d'une énergie fulgurante et rompaient avec la tradition. Le choix du noir évoquait les hussards prussiens qui portaient des uniformes sombres ornés du Totenkopf au XVIIIe et XIXe siècle et s'accordait avec la palette noir-blanc-rouge du parti nazi. La chemise brune, symbole des origines au sein de la SA, fut conservée sous la veste, mais tout le reste était noir veste, pantalon, bottes, ceinture et casquette. Himmler soigna les détails. Il ajouta des épaulettes argentées pour les officiers, imposa le port de gants blancs lors des cérémonies et exigea une laine de haute qualité pour projeter un raffinement certain. Le résultat associait austérité militaire et silhouette presque tailleur. Chaque pièce était pensée pour cintrer la taille et exalter la posture. Au-delà de son apparence, l'uniforme marquait un tournant et il institutionnalisait une esthétique élitiste qui distinguait la SS du reste du parti nazi. Le processus créatif ne fut pas simple. Diebitsch, en plus d'être officier SS, était peintre, formé à l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Il avait servi pendant la Première Guerre mondiale dans l'artillerie bavaroise et en était resté marqué par l'esthétique militaire. Après le conflit, il travailla dans la décoration, la céramique et le design de vaisselle. Son goût pour les lignes classiques et le romantisme germanique le conduisit aussi à concevoir des porcelaines et des armes cérémonielles pour le régime nazi, comme le poignard d'officier SS et les porcelaines produites à Meitsch à la manufacture d'Allac. Ce bagage artistique se refléta dans l'uniforme. Il privilégiait les coupes classiques et les matériaux nobles. Walter Heck, pour sa part, avait un parcours moins connu. Il débuta sa carrière dans des entreprises d'insignes et de publicité. En 1929, il conçut l'emblème de la SS, qui remplaça les lettres gothiques, deux éclairs anguleux, suggérant l'électricité et le mouvement. Heck reçut un paiement symbolique de 2,5 marks pour sa création, une somme minime contre laquelle il céda tous ses droits au parti. Malgré cette faible compensation, son logo allait devenir l'un des plus reconnaissables et redoutés du XXe siècle. Chargé de collaborer avec Diebitsch, il apporta son savoir des symboles et de la composition graphique pour intégrer les insignes aux vêtements. Les patrons de l'uniforme s'inspiraient en partie de la mode masculine de l'époque. La veste cintrée rappelait les costumes ajustés, mais le double boutonnage et les larges revers évoquaient les uniformes de marine. La casquette à plateau imitait celle des officiers de cavalerie de l'Ancien Empire, avec un large bandeau et une visière rigide.
Les pantalons étaient légèrement bouffants sur les hanches et se resserraient au niveau du genou pour s'ajuster aux hautes bottes d'équitation. La large ceinture ne marquait pas seulement la taille, elle servait à suspendre le sabre cérémoniel et d'autres accessoires. On veilla à l'harmonie chromatique, le noir dominait, mais des touches d'argent furent ajoutées sur les boutons, les cordons et les lisérés pour mettre la silhouette en valeur. L'uniforme devait être à la fois pratique pour de longues heures sauna debout et lors des cérémonies, et esthétique pour la propagande. Diebitsch réalisa plusieurs croquis qu'il présenta à Himmler, lequel ajusta personnellement la taille des revers et l'emplacement des insignes. Le processus s'acheva par un prototype présenté à Hitler à la fin de l'année 1932. Le Führer approuva le vêtement, soulignant son élégance et son message de puissance, et ordonna sa standardisation pour tous les membres de l'Allgemeine SS. La décision d'adopter le noir absolu pour l'uniforme fut prise après examen de plusieurs modèles. Des tuniques grises et bleu foncé furent envisagées, mais le noir offrait une toile idéale pour les insignes et rappelait la tradition militaire prussienne. Certaines critiques internes s'y opposèrent, arguant que la couleur absorbait la chaleur et n'était pas pratique en été, mais la propagande avait priorité. Diebitsch consulta des tailleurs de théâtre et des costumiers d'opéra, afin de donner au revers une tombée dramatique, proche des uniformes de scène. La coupe ajustée, avec des pinces latérales, rehaussait la silhouette du porteur et évitait les plis inesthétiques. La casquette à plateau fut conçue avec une visière plus longue que celle de l'armée, projetant une ombre qui assombrissait les yeux et conférait un air intimidant. Les bottes hautes, en cuir noir poli, étaient une coûteuse passe beaucoup de membres durant les payés de leur poche. En réalité, le coût de l'uniforme complet, comprenant veste, pantalon, casquette, ceinture, bottes, chemise brune et cravate noire, était prohibitif pour certains membres de base. Le parti proposa des crédits et des plans de paiement pour permettre aux adhérents d'acquérir leur tenue. Et des fournisseurs comme Hugo Boss accordèrent des remises à la SS en échange de contrats. Outre l'uniforme de base, il existait des pièces complémentaires dont la cape de laine noire pour les cérémonies nocturnes, les gants blancs de coton pour les cérémonies, la cravate noire en soie et le poignard à manche noire, dont la lame était gravée de la devise. Mon honneur s'appelle fidélité. Ce poignard, porté au ceinturon sur la hanche gauche, devint un symbole de statut. Bien qu'il ne fît pas strictement partie de l'uniforme, il complétait l'image martiale des officiers. L'ensemble reflétait la fusion de la mode et du militarisme fonctionnel jusqu'à un certain point, mais surtout un spectacle conçu pour inspirer une crainte admirative. Langage des symboles runes, tête de mort et mysticisme. L'uniforme noir servait de toile à une iconographie chargée de sens. Sur le revers gauche furent cousues les runes Sig, conçues par Walter Heck. Loin d'être des reliques ancestrales, ces runes furent élaborées comme un emblème de force, leur forme acérée et parallèle évoquait la foudre et la vitesse. Au col, les écussons indiquaient le grade et l'unité. Les runes, ou la tête de mort, permettaient d'identifier immédiatement un membre de la Leibstandarte, un gardien de camp de concentration ou un officier de l'état-major de Himmler. Le Totenkopf, un crâne avec tibia croisé, provenait des régiments de hussards prussiens. Pour eux, il rappelait que la mort faisait partie du service. Himmler reprit cet insigne et le réinterpréta comme promesse de fidélité jusqu'à la mort et symbole de sacrifice pour la communauté. Les boucles de ceinturon renforçaient cette idée et on y grava la devise. « Mon honneur s'appelle la fidélité », une formule qui résumait l'obéissance absolue au Führer et au corps. Par contraste avec la devise de la Wehrmacht « Dieu est avec nous », la sémiotique ne s'arrêtait pas là. En 1934 fut instauré l'anneau d'honneur, un bijou en argent orné d'un Totenkopf encadré par des runes Sig et des feuilles de chêne. Ce n'était pas une décoration d'État, mais un cadeau personnel de Himmler aux officiers de la vieille garde. L'anneau se portait à l'annulaire gauche et devait être restitué si le porteur quittait l'ordre. Sa symbolique crâne, runes solaires et feuilles de chêne reflétait le mysticisme germanique qui imprégnait la SS. Chaque pièce de cette iconographie créait un langage propre, immédiatement reconnaissable et chargé de résonances ésotériques, qui renforçait l'aura d'exclusivité. La multiplicité des symboles intégrés à l'uniforme répondait à une obsession sémiotique.
Chaque insigne était conçu pour transmettre hiérarchie, valeur et mysticisme. Les runes de Heck, par exemple, venaient de son rejet de la typographie gothique qui dominait la propagande nazie. Il considérait que le S latin était trop sinueux et ne projetait pas d'énergie. Il chercha donc une forme angulaire associée à l'électricité et à la rune solaire. Cet emblème fut appliqué non seulement sur les revers, mais aussi sur les drapeaux, brassards et véhicules. Le Totenkopf avait un lignage plus ancien encore. En 1744, le régiment de hussards de von Ruesch, en Prusse, adopta le crâne au tibia croisé pour inspirer la terreur chez l'ennemi et rappeler à ses propres hommes leur disposition à mourir. Pendant les guerres napoléoniennes, les hussards de Brunswick perpétuèrent la tradition, s'habillant de noir en signe de deuil pour leur duc assassiné et portant la tête de mort sur leurs shakos. En 1914, des unités de cavalerie prussienne et des corps francs de la guerre civile allemande reprirent le symbole. Fasciné par l'héraldique prussienne et son aura de sacrifice, Himmler ressuscita le Totenkopf pour la SS. En le réinterprétant, il lui donna un nouveau contexte. Ce n'était plus seulement un symbole de deuil, mais d'engagement total envers la cause raciale et de disposition à tuer et mourir. Les boucles portant la devise « Mon honneur s'appelle la fidélité » avait aussi des antécédents. La phrase s'inspirait des codes d'honneur des ordres chevaleresques médiévaux où la parole donnée était une valeur suprême. La SS se présentait comme un ordre de chevaliers moderne au service du Führer, et la devise reflétait cet esprit. Le contraste avec la Wehrmacht, dont la ceinture proclamait « Dieu est avec nous » n'était pas fortuit. La SS voulait s'éloigner de la tradition chrétienne et se poser en garante d'une mission nouvelle. Sur la manche gauche de l'uniforme, on cousait des bandes de poignets indiquant l'unité. Les plus célèbres étaient Leibstandard Adolf Hitler pour la garde personnelle du Führer, Totenkopf pour les gardiens des camps de concentration et Deutschland ou Germania pour les régiments de combat. Ces bandes servaient à créer la fierté d'appartenance et à faciliter l'identification. Le système des insignes de grade reposait sur de petits pips métalliques et des galons brodés sur les revers. Un seul pip indiquait un sous-officier, plusieurs pips et des bandes argentées signalaient des grades supérieurs, tels que Sturmbannführer ou Standartenführer. La complexité de ces écussons, combinée aux runes et à la tête de mort, créait une hiérarchie visible que les membres apprenaient à déchiffrer. L'anneau d'honneur fut un autre élément symbolique essentiel. Conçu par l'occultiste Karl Maria Willigut, il rassemblait des runes censées évoquer des forces solaires et protectrices. Les récipiendaires devaient le porter en permanence, y compris sous le gant blanc en cas de décès. L'anneau devait revenir au château de Wewelsburg, siège mystique de la SS. L'anneau symbolisait la fraternité ésotérique du corps et renforçait le sentiment d'appartenir à un ordre supposément ancestral. Cet emploi de symboles religieux, militaires et occultistes illustre la manière dont la SS mêlait mysticisme et violence pour renforcer l'obéissance. L'univers symbolique de la SS ne se limitait pas aux vêtements et aux bijoux. L'organisation cultiva une mythologie propre, ressuscitant des runes et des symboles de prétendues traditions germaniques pour conforter son idéologie raciale. L'Ahnenerbe, un institut de recherche dépendant de la SS, cherchait des preuves de la supériorité aryenne dans les légendes nordiques et celtiques. Ces chercheurs fouillaient des tombes préhistoriques et étudiaient des artefacts vikings à la recherche de runes à intégrer à l'iconographie de la SS. Himmler, fasciné par l'occultisme, voulait faire de la SS un ordre semi-religieux. Le château de Wewelsburg fut remodelé pour servir de centre spirituel, ses salles furent décorées de mosaïques de runes, et la table centrale de la salle des généraux était entourée de sièges réservés aux 12 hauts dirigeants. On y célébrait des cérémonies secrètes où l'on remettait des anneaux d'honneur et où l'on récitait des serments de fidélité. Les runes présentes sur l'anneau, telles que Hagalaz, protection, et Sig, victoire, furent réinterprétées pour servir le récit raciste. La tête de mort et les tibias, pour leur part, étaient associés à la notion de victoire sur la mort et de loyauté éternelle au Führer. L'usage de cette symbolique visait aussi à inculquer aux membres un sens de mission sacrée, un destin transcendant justifiant tout crime. Les uniformes et les insignes devinrent des objets de culte.
Certains membres conservaient leurs anneaux et leurs dagues comme des reliques à transmettre à leurs enfants, d'autres les enterraient dans de petites boîtes métalliques durant les derniers jours de la guerre, afin d'éviter qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi. Après le conflit, on retrouva des anneaux dissimulés dans des champs et des forêts, témoignage matériel de la dévotion de leurs porteurs à la mystique nazie. Ces symboles de la SS furent interdits en Allemagne et dans de nombreux pays les arborer devint un délit. Mais leur pouvoir de fascination persista, alimentant des fantasmes ésotériques et des théories du complot des décennies après l'effondrement du régime. Mode industriel fournisseur, production et exploitation. L'élégance de l'uniforme noir dissimulait une chaîne de production complexe et lucrative. Pour répondre à la demande d'une organisation en pleine expansion, la SS centralisa patrons et matériaux et fit appel à des entreprises privées et à des ateliers d'État. Hugo Boss, un tailleur de Metzingen, qui avait fondé son usine dans les années 1920 et adhéré au parti nazi en 1920 et 1931, devint l'un des principaux fournisseurs. Son entreprise ne conçut pas l'uniforme. Elle se contenta de fabriquer des milliers de tirs de vestes, pantalons et casquettes selon les patrons de Diebitsch et Heck. Au milieu des années 1930, l'usine de Boss se consacra presque entièrement à la production d'uniformes pour la SA, la SS, les jeunesses hitlériennes et, plus tard, pour la Wehrmacht et la Waffen-SS. D'autres fabricants, comme Litzmannstadt, Haller et Reitz, cousaient eux aussi par milliers. L'approvisionnement était coordonné depuis Berlin et les ateliers recevaient des instructions précises sur les mesures et l'emplacement des insignes. Les profits furent considérables. Les revenus de Hugo Boss passèrent d'un compte d'environ 200 000 Reichsmark en 1936 à près d'1 million en 1940, en parallèle des contrats militaires, mais ces bénéfices reposaient sur l'exploitation humaine. Pendant la guerre, l'usine de Metzingen employa environ 140 femmes d'Europe de l'Est et 40 prisonniers de guerre français, comme main-d'œuvre forcée. Ils cousaient en équipe épuisante, vivaient en baraquement et étaient menacés de déportation en cas de protestation. Le travail esclave était courant dans les entreprises fournissant la SS prisonnières de guerre et réquisitionnaient des territoires occupés, coupaient le tissu, cousaient et repassaient sous surveillance. L'industrie de la mode du régime reposait ainsi sur une économie de guerre qui transformait les êtres humains en outils jetables. Après la défaite nazie, Hugo Boss fut soumis à un processus de dénazification. Un tribunal le classa comme activiste et bénéficiaire du national-socialisme et le sanctionna par des amendes et l'interdiction de diriger son entreprise. Bien que sa peine ait été adoucie en appel et qu'il soit mort en 1948, le poids de sa complicité demeura. Des décennies plus tard, la société reconnut publiquement son recours au travail forcé et contribua à des programmes d'indemnisation des victimes. L'héritage industriel des uniformes de la SS rappelle que l'élégance et la rentabilité peuvent être liées à l'exploitation. La confection de l'uniforme noir exigeait des matériaux de qualité. Les vestes étaient réalisées en laine peignée, garantissant une finition douce et résistante. Les pantalons étaient fabriqués dans des tissus de laine et de rayon pour offrir une certaine élasticité, et la doublure des vestes utilisait de la soie ou du satin. Les cordons, passementeries et boutons étaient produits dans des ateliers spécialisés. Le Reichszeugmeisterei, l'office du parti chargé de superviser la production des uniformes et des symboles, distribuait les patrons et contrôlait la qualité. Chaque usine devait apposer des étiquettes numérotées attestant de son autorisation et de la date de production. Le système permettait de tracer chaque vêtement et de s'assurer qu'il respectait le standard. Hugo Boss, en tant que principal sous-traitant, organisa son usine en chaîne de montage. Les couturières se spécialisaient à coudre des manches, confectionner des cols, ajouter des doubleuses ou poser des boutons. Cette division du travail augmentait la cadence, mais réduisait les travailleurs à de simples rouages. Les horaires étaient longs et la pression pour atteindre les quotas énorme. La présence de contremaîtres de la SS garantissait que personne ne prenne de retard. Certaines femmes venues de Pologne et d'Ukraine parlaient à peine allemand et recevaient des instructions par gestes. Elles devaient vivre dans des logements proches sous surveillance et ne recevaient que des rations minimales. Toute plainte pouvait signifier un transfert dans un camp de concentration.
Outre Hugo Boss, des firmes comme Willich, Pecuro et Bender produisirent des casquettes, ceinturons et boucles pour la SS. Ces entreprises devaient respecter des spécifications exactes, l'angle de la visière, la hauteur de la coiffe, l'épaisseur du cuir. Les fabricants de boucles, tels qu'Overhoff C, gravaient de la devise. Mon honneur s'appelle la fidélité dans l'acier ou dans l'aluminium, selon le grade. Les tissus étaient achetés auprès d'entreprises textiles allemandes et autrichiennes qui avaient prospéré grâce à la politique d'autarcie du régime. Lorsque la guerre limita l'approvisionnement en fibres naturelles, on utilisa des mélanges de viscose et de papier pour les uniformes de service, mais les tenues cérémonielles conservèrent la laine pure. La production de masse eut également des conséquences sur l'économie locale. Dans des régions comme la Silésie et la Saxe, on construisit des usines dédiées exclusivement aux uniformes militaires, attirant des centaines de travailleurs. La main-d'œuvre était segmentée par nationalité. Les Allemands occupaient les postes de supervision, tandis que les étrangers effectuaient les tâches les plus pénibles. La standardisation faisait de la mode une affaire dépersonnalisée. Chaque veste était identique à la précédente, mais les différences de grade étaient déterminées par les insignes et les ornements. Après la fin de la guerre, l'effondrement de l'économie nazie démantela cette industrie. De nombreuses usines fermèrent ou furent réquisitionnées par les Alliés, et des milliers de travailleurs sombrèrent dans la misère. Les procès de dénazification touchèrent non seulement Boss, mais aussi des dizaines de petits entrepreneurs qui avaient prospéré grâce aux uniformes. Certains furent condamnés pour leur complicité, d'autres plaidèrent qu'ils avaient agi sous la contrainte de l'État. Dans la mémoire collective, les marques associées à la SS furent stigmatisées, obligeant leurs successeurs à se réinventer ou à disparaître. Non seulement les pièces principales, mais aussi les accessoires tels que bottes et gants avaient leur propre chaîne de production. Les bottes hautes étaient commandées à des entreprises comme Deutsche Schuhfabrik et fabriquées en cuir de veau tanné, avec une semelle cloutée pour résister à la marche. Les gants blancs pour les cérémonies étaient confectionnés dans des usines qui approvisionnaient traditionnellement la haute société. Ils étaient réalisés en coton mercerisé ou en fine épeau et devaient être lavés et repassés pour chaque événement. Les bandoulières, bandoliers, portées sur l'épaule gauche pour soutenir la dague ou le sabre, étaient en cuir noir brillant et produites dans des ateliers artisanaux du sud de l'Allemagne. Chaque pièce était numérotée et contrôlée par le Reichszeugmeisterei afin d'éviter les contrefaçons. Les broches et insignes métalliques étaient fabriqués dans des fonderies de Munich et de Nuremberg, où des artisans gravaient au poinçon les détails des runes et du Totenkopf. Durant les premières années du régime, les entreprises rivalisaient pour prouver leur fiabilité en livrant les meilleures qualités. Mais à mesure que la guerre avançait, la pénurie imposa de simplifier les finitions. Certaines boucles furent fabriquées en aluminium et dépeintes pour imiter l'acier. Les boutons passèrent du métal au plastique dur. Le recours à la main-d'œuvre esclave ne se limitait pas à la couture, il impliquait aussi cordonniers, tanneurs et forgerons. Dans le complexe industriel de Litzmannstadt, un atelier de tannerie fut installé, où des prisonniers juifs produisaient du cuir pour bottes et ceintures dans des conditions brutales. L'organisation Todd, responsable des infrastructures, recruta également des prisonniers pour construire des entrepôts et des ateliers où étaient produits les uniformes. En outre, les camps de concentration mirent en place des ateliers internes. À Dachau et Mauthausen, des prisonniers affectés au Schneiderei, atelier de tailleurs, cousinent des uniformes pour la SS en échange de rations supplémentaires. Ces pièces étaient contrôlées par des officiers avant d'être envoyées vers des dépôts centraux. Le contrôle de qualité était strict. Tout défaut pouvait signifier une sanction pour les travailleurs. Le commerce de l'uniforme incluait aussi des fournisseurs d'accessoires tels que ceinturons de gala, sabres cérémoniels et médailles. Des entreprises de joaillerie de Pforzheim fabriquaient les plaques d'argent pour les sabres et les garde-mains des dagues, tandis que des artisans de Zella-Mélis produisaient les pommeaux et les poignets. L'industrie textile nazie devint ainsi un réseau interconnecté où chaque pièce de l'uniforme générait à la fois profit et exploitation. Du défilé à la tranchée, transformation et comparaison. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'uniforme noir conçu pour les cérémonies et les défilés s'avéra peu pratique au front.
Le tissu de laine était lourd. La couleur ressortait dans la boue et la neige, et les cérémonies furent supplantées par les exigences du combat. À partir de 1939, les unités de combat de la SS, regroupées sous le nom de SS Verfügungstruppe, puis rebaptisées Waffen-SS, adoptèrent le Feldgrau, le gris vert de l'armée. Les tuniques M36 et M40 à col vert foncé furent successivement simplifiées dans les versions M42 et M43 pour économiser tissu et temps, et les poignets perdirent leur liséré argenté. Les insignes distinctifs demeurèrent toutefois les runes au col. Les bandes de manches portant des noms comme Leibstandard Adolf Hitler ou Totenkopf, et les écussons à tête de mort identifiant les divisions. Parallèlement apparut l'uniforme noir des Panzertruppe, d'abord adopté par les équipages de chars de l'armée, puis par la Waffen-SS. Cette veste croisée et ce pantalon noir en laine étaient courts et dépourvus de boutons visibles. La couleur sombre fut choisie pour deux raisons. Elle évoquait les hussards du noir prussien et masquait la graisse et l'huile des chars. Les cols portèrent des écussons Totenkopf au lieu des Litzen traditionnels. La similitude avec l'uniforme noir cérémoniel de l'Allgemeine SS, combinée à l'emploi du Totenkopf, provoqua des confusions mortelles des soldats alliés, tirèrent sur des équipages de chars en pensant qu'il s'agissait d'unités SS. Pour éviter ces incidents, certains tankistes commencèrent à recouvrir leurs uniformes noirs de smocks de camouflage ou à utiliser des insignes de la Heer. La Waffen-SS fut également pionnière en matière de vêtements de camouflage. En 1938, on introduisit un smock réversible à taches vertes et brunes, connu sous le nom de feuille de chêne, oak leaf, ou platane, plane tree, que l'on pouvait inverser selon l'environnement. Plus tard fut développé le motif Erbsen-Muster, avec des pointes de différentes semi-couleurs qui brisaient la silhouette du soldat. Les tireurs d'élite et les unités de reconnaissance employèrent ces designs innovants, ce qui leur donna un certain avantage. Face à ces évolutions, d'autres organisations conservèrent des uniformes beaucoup plus simples. La SA portait toujours des chemises brunes en coton et des culottes d'équitation. Son esthétique était celle d'une milice de rue. La Heer privilégiait, et la fonctionnalité la Feldblues avait des poches s'assoufflaient, et le Feldgrau camouflait le soldat. La Luftwaffe s'habillait de bleu grisâtre et s'autorisait des insignes dorés. Les équipages de vol utilisaient des combinaisons de cuir. La Kriegsmarine conservait le costume naval bleu foncé à col blanc. Les jeunesses hitlériennes portaient des chemises brun clair, des cravates noires et des shorts, projetant une image de scout. À l'autre extrême, les unités de police et de service de la SS utilisaient des uniformes vert olive ou bleu foncé, tandis que les gardiens de camps de concentration portaient un gris verdâtre avec des insignes noirs. Ces comparaisons révèlent comment le régime utilisa l'habillement pour structurer les hiérarchies. Chaque couleur, coupe et insigne indiquaient la fonction et le statut du porteur. La SS occupait le sommet esthétique, tandis que les autres corps répondaient à des fonctions utilitaires. Le contraste entre l'ostentation de l'uniforme noir et la sobriété du reste symbolise la façon dont le régime associait l'esthétique au pouvoir et à l'exclusivité. Les innovations de l'uniforme de la Waffen-SS ne se limitèrent pas au changement de couleur. La guerre sur le front de l'Est obligea à concevoir des vêtements d'hiver parkas, matelassés doublés de fourrure, pantalons de laine épaisse et bottes doublées de feutre. Les unités combattant en Union soviétique reçurent des chapkas ou shankas avec application de Totenkopf et de runes. Pour l'Afrika Korps SS, qui opéra brièvement en Méditerranée, on conçut des vestes sahariennes couleur sable avec poches à soufflet et shorts. Les épaulettes argentées furent supprimées pour s'adapter au climat. Le théâtre du Caucase exigea des parkas imperméables et des bottes de montagne. Ces adaptations montraient que, même pour une organisation obsédée par l'esthétique, la survie sur le terrain devait primer. En 1944, lorsque les ressources se firent rares, on introduisit l'uniforme M44 pour la Waffen-SS, une veste courte, proche de la tunique britannique, avec poches internes et une coupe plus ample, destinée à économiser le tissu. Cet uniforme simplifié se distinguait à peine de celui de la Heer, hormis par les insignes. Un autre élément distinctif fut la casquette M43.
un couvre-chef en tissu à visière et bouton qui remplaça les bérets et les casquettes filles à plateau pour la troupe. La M43 s'inspirait de la montagne, son origine remontait aux Gebirgsjäger, les chasseurs alpins de l'armée, mais la Waffen-SS l'adopta pour sa praticité. L'uniforme noir des Panzer resta utilisé dans les chars pendant une grande partie de la guerre. Sa coupe croisée protégeait les tankistes du risque de s'accrocher à l'intérieur exigu, le col ouvert offrait de la mobilité, de la tête de mort, sur les revers servait de signe distinctif. En 1942, une version grise fut introduite, mais les unités d'élite insistèrent pour conserver le noir par tradition. La couleur sombre avait aussi un effet psychologique. Les tankistes se sentaient héritiers des hussards noirs et adoptaient une attitude d'orgueil et d'audace. Les chemises et manteaux de camouflage de la Waffen-SS furent perfectionnés tout au long de la guerre. Le motif Plane Tree, conçu par Johann Georg Otto Schick, utilisait des taches irrégulières imitant la lumière filtrant à travers les arbres. On créa ensuite la variante Oak Leaf avec des feuillets plus définis et un revers plus clair pour l'été. L'Urbsen Muster motif pois de 1944 combinait de petites pointes de différentes nuances de vert et de brun sur un fond brun clair. C'était l'un des premiers motifs numériques de l'histoire. Ces pièces pouvaient être inversées ou combinées, offrant aux soldats la possibilité de s'adapter à divers paysages. Pendant ce temps, le reste des forces du Reich conserva ses uniformes traditionnels. La Luftwaffe introduisit des vestes en cuir brun pour les pilotes et les équipages de bombardiers, ainsi que des tenues de vol matelassées pour se protéger du froid en altitude. La Kriegsmarine resta fidèle à ses tenues en laine bleu foncé, avec pantalons à pattes d'éléphant et vestes à double boutonnage, et n'adopta des uniformes tropicaux qu'en Méditerranée et dans le Pacifique. La SA, reléguée politiquement après la nuit des longs couteaux en 1934, continua d'utiliser ses chemises brunes lors des cérémonies, mais son influence militaire diminua et sa présence au front fut marginale. Les jeunesses hitlériennes, divisées en unités navales, terrestres et aériennes, adaptèrent leurs uniformes. Selon le service, les unités navales portaient des chandails bleus et des pantalons blancs, les unités aériennes, des vestes bleues marines et des pantalons longs. La comparaison de ces uniformes révèle l'obsession allemande de distinguer chaque spécialité et chaque grade par le vêtement. La SS poussa le plus loin la transformation de l'uniforme en outil de propagande, tandis que la Wehrmacht valorisait l'uniformité fonctionnelle. La dualité entre esthétique et efficacité marqua la différence entre la SS et le reste de l'appareil militaire. L'analyse des différentes tuniques de la SS montre l'évolution de l'uniforme de combat. La M36, introduite avant la guerre, était élégante col de laine vert foncé, 5 boutons, poches plissées et épaulettes. La M40 supprima le col vert, le remplaçant par le même tissu gris que la veste, et simplifia les poches pour accélérer la production. La M42 élimina les soufflets et les coutures décoratives et fut fabriquée avec des tissus de moindre qualité. La M43 introduisit des poches inclinées pour un accès plus rapide et ajouta un rabat interne protégeant du froid. La M44, adoptée dans les derniers mois, était pratiquement une veste droite sans poches extérieures, reflet du désespoir des approvisionnements. Ces vêtements étaient complétés par des pantalons à coupe droite ou bouffante, selon l'époque et la spécialité. Les officiers pouvaient acquérir des uniformes sur mesure, avec de meilleures étoffes et des ajustements personnalisés, tandis que la troupe recevait des tailles standards. Les différents services au sein de la SS avaient leurs variantes. La SS Sanitätskorps, responsable du service de santé, portait des brassards avec l'emblème de la Croix-Rouge et des uniformes avec insignes médicaux. La SS VTK, chaîne administrative, arborait des bandes de manches portant le mot Verwaltungsdienst. Les frondes RSS, femmes travaillant dans des bureaux et hôpitaux, portaient des tailleurs gris veste-jupe avec col blanc et calots circulaires, bien que leur présence sur le champ de bataille fût limitée. Elles reflétaient la hiérarchie interne de l'organisation. L'étude des insignes offre également un contraste. Les Litzen de la Heer étaient rectilignes et discrètes, tandis que la SS opta pour des runes et des crânes afin de souligner sa singularité. Les épaulettes de la Heer variaient selon l'arme, infanterie, artillerie, cavalerie,
Identifiée par des couleurs, la SS, en revanche, appliquait le même noir à liseré blanc ou doré et utilisait des pips pour le grade. En matière de coiffure, la différence était notable. La visière plus haute de la SS et l'aigle stylisé transmettaient une agressivité, tandis que les casquettes de la Wehrmacht avaient un profil plus bas. L'usage de gants en cuir noir par certains officiers des Waffen-SS ajoutait une touche d'intimidation. À l'inverse, la Luftwaffe préférait des gants bruns et la Kriegsmarine, des gants blancs. Ces choix de couleurs et de style répondaient à l'identité de chaque corps et à leur statut. Uniformes à l'écran, propagande, recrutement et héritage. Dès l'apparition de l'uniforme noir, la SS en fit le protagoniste de sa propagande. Au congrès de Nuremberg, les hommes en noir défilaient en rang sous les caméras de Leni Riefenstahl. Dans son film « Le triomphe de la volonté », la réalisatrice allemande capta des bottes brillantes, des tuniques de laine et des insignes étincelants en plongée et contre-plongée, transformant les défilants en colonnes monumentales. L'éclairage dramatique, les torches et la musique épique contribuaient à créer une scène quasi religieuse exaltant le sacrifice et la discipline. L'image de l'uniforme noir devint ainsi une icône à laquelle aspiraient des milliers de jeunes. Affiches, photographies et actualités filmées montraient de grands hommes élégants dans une uniformité parfaite, participant à des défilés, des cérémonies et des exercices. Les publications pour la jeunesse promouvaient les officiers SS comme des gentilshommes modernes et des gardiens des valeurs germaniques. Pour beaucoup de jeunes Allemands et Européens, la possibilité d'arborer l'uniforme aux runes était aussi séduisante que les mots d'ordre raciaux ou politiques. La propagande exploita aussi la psychologie du design. Revers pointus et col haut donnaient une impression de stature, des bottes hautes allongeant la silhouette. La ceinture serrée en soulignait les lignes. S'habiller de noir avec des symboles mystiques transformait un homme ordinaire en représentant d'un pouvoir absolu et provoquait une réaction physique, admiration chez les sympathisants, peur chez les opposants. L'influence de l'uniforme perdura au-delà de la guerre. Après la capitulation allemande de 1945, les puissances victorieuses interdirent l'affichage des symboles SS. Beaucoup de vêtements furent brûlés ou recyclés. Pourtant, la silhouette et les couleurs sombres réapparurent dans la culture populaire. Dans les années 1960 et 1970, cinéastes, créateurs de mode et artistes underground reprirent sur cette esthétique pour explorer la fascination du mal. Des défilés de haute couture reproduisirent la silhouette ajustée et le contraste noir-blanc des groupes musicaux utilisèrent des uniformes d'inspiration militaire pour provoquer. Ce phénomène suscita la controverse pour certains. Réinvestir l'uniforme d'un nouveau sens permettait de le dépouiller de son pouvoir originel pour d'autres. C'était une banalisation de l'horreur. Le monde académique réfléchit aussi à l'esthétique totalitaire. Des chercheurs comme le sociologue Tim Blackmore ont souligné que les nazis concevaient l'uniforme comme une marque d'entreprise. Chaque détail servait à vendre l'ordre et la pureté tout en dissimulant la violence. Les débats sur la mode et la mémoire insistent sur le fait que l'histoire de l'uniforme SS ne doit pas être détachée de son contexte. La beauté a servi à masquer le génocide. Les générations suivantes, en observant ces pièces dans les musées ou leur réinterprétation culturelle, doivent résister à la tentation de les admirer sans questionner ce qu'elles représentaient. Se souvenir de qui a dessiné, cousu et qui est mort sous ces symboles est essentiel pour comprendre comment l'esthétique peut devenir arme de propagande. L'élégance, à elle seule, ne suffit pas. Derrière chaque vêtement se cachent des idéologies et des vies. Le pouvoir de l'uniforme fut exploité sur de multiples supports. Les photos de Heinrich Himmler passant en revue ses troupes, avec sa tunique noire et sa casquette ornée de la tête de mort, paraissaient dans les journaux et les magazines. On organisait des concours d'élégance pour officiers, où l'on jugeait la propreté de l'uniforme, l'éclat des bottes et la présentation des insignes. Les revues pour la jeunesse publiaient des récits romancés où un paysan pauvre s'élevait au rang d'officier SS et, en récompense, recevait sa tunique noire. Ce récit aspirationnel nourrissait l'idée que l'uniforme constituait une récompense du mérite idéologique et physique.
Lors des campagnes de recrutement aux Pays-Bas, en Norvège et en Belgique, la SS présenta ses unités comme des écoles de camaraderie et de discipline où des hommes d'ascendance germanique pouvaient prouver leur loyauté en portant l'uniforme. Les affiches montraient des volontaires étrangers en tenues noires impeccables avec des messages dans leur langue. Rejoins le combat pour l'Europe ou deviens partie de l'ordre nouveau. Le vêtement devenait un instrument de séduction. Après la guerre, la perception de l'uniforme noir se transforma, passant de symbole de pouvoir à symbole du mal. Au procès de Nuremberg, l'image des anciens officiers en uniforme en noir et blanc fut utilisée pour illustrer les crimes du régime. Pour la génération du baby-boom, l'uniforme devint une icône du mal. Les cinéastes hollywoodiens l'employèrent pour habiller des antagonistes des nazis archétypaux aux officiers de séries de science-fiction. Cette association fit de la tunique noire un synonyme d'oppression et de cruauté. En mode, certains créateurs d'après-guerre s'inspirèrent de la silhouette cintrée et des contrastes de couleurs. Dans les années 1960, le mouvement mode britannique adopta des costumes noirs et des bottes hautes qui, débarrassés des symboles nazis, rappelaient l'esthétique militaire. Dans les années 1970 et 1980, le punk et le heavy metal privilégièrent des vestes en cuir noir ornées de crânes et de runes comme provocation. Des photographes comme Helmut Newton incorporèrent des éléments de l'uniformité SS dans leurs portraits, jouant de l'érotisme et de la transgression. Ces appropriations suscitaient de vifs débats. Certains affirmaient que décontextualiser l'esthétique aidait à neutraliser son pouvoir, tandis que d'autres alertaient sur le risque de banaliser le passé. En 1977, une exposition à Londres de la collection d'uniformes nazis de l'artiste Jack Woody provoqua des protestations. Les organisateurs défendirent sa valeur historique, mais les critiques dénoncèrent le fétichisme. Dans les années 1990, des groupes néo-nazis et skinheads réadoptèrent des symboles SS dans leurs vêtements, obligeant des gouvernements européens à interdire l'affichage des runes et du Totenkopf dans l'espace public. Aujourd'hui, l'uniforme noir apparaît dans les musées. Avec une contextualisation pédagogique, on y explique son design, ses symboles et son rôle dans l'appareil criminel du Troisième Reich. Des institutions comme le Musée juif de Berlin ou l'Imperial War Museum de Londres présentent ces pièces aux côtés de témoignages de survivants et de données sur la production et l'exploitation. L'objectif est d'éviter que le design soit admiré sans questionner son histoire. Parallèlement, les écoles de mode étudient l'esthétique totalitaire afin d'analyser comment les régimes utilisent la beauté pour manipuler. Une réflexion qui émerge de ces discussions est que la forme n'est jamais innocente. Les uniformes transmettent des valeurs et des hiérarchies, et leur design peut servir à légitimer des systèmes oppressifs. Dans le cas de la SS, chaque couture, chaque symbole et chaque accessoire furent calculés pour construire une identité mystique et élitiste. La mémoire de ces uniformes exige de maintenir l'équilibre entre la critique historique et la compréhension de la puissante attraction de l'esthétique. Carnavals patriotiques. À l'étranger, les uniformes noirs impressionnèrent des observateurs neutres. Des diplomates et correspondants de pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne décrivaient dans leurs rapports l'apparence imposante de la SS lors des marches de Nuremberg. En même temps, ils éprouvaient de la répulsion. Beaucoup notaient que l'éclat des têtes de mort et la rigidité des mouvements inspiraient de la crainte. Après la guerre, la culture populaire n'allait pas tarder à associer cette esthétique au mal absolu. Le personnage de Dark Vador dans Star Wars, avec son casque noir brillant et sa cape, s'inspira en partie de l'habillement de la SS et de la Wehrmacht. Les troupes d'assaut impériales, avec leur discipline de fer et leurs uniformes blancs, reflètent également l'influence de l'esthétique totalitaire. Plus récemment, l'iconographie nazie a été utilisée par des groupes d'extrême droite cherchant à restaurer d'anciens symboles. Les lois de plusieurs pays interdisent l'affichage des runes et du Totenkopf, mais Internet en facilite la diffusion. Des films et des séries contemporains, d'Indiana Jones à The Man in the High Castle, présentent des uniformes SS soigneusement recréés pour susciter une réponse émotionnelle immédiate chez le spectateur. Dans les musées, la présentation de ces uniformes
s'accompagnent de témoignages de victimes et de contextualisation historique pour contrecarrer toute fascination acritique. Parallèlement, des universitaires en études d'État de la mode soulignent l'importance d'examiner comment la coupe, les couleurs et les accessoires peuvent communiquer une idéologie. Le débat sur l'appropriation de l'esthétique SS reflète des tensions plus larges autour de la mémoire historique, de la responsabilité et de la séduction visuelle.